Sur ces mots, il se leva et alla dans une autre salle pour s'y baigner. Criton le suivit et nous pria d'attendre. Nous attendions donc, parlant entre nous de ce qui s'était dit et reprenant l'examen, mais par moments nous recommencions à nous étendre sur la grandeur du malheur qui nous frappait. Cela, pensions-nous, revenait purement et simplement à perdre notre père, et à être orphelin tout le reste de notre vie. Quand Socrate se fut baigné, on lui apporta ses enfants. Il avait 2 fils encore petits et un autre déjà grand. Puis les femmes de sa famille arrivèrent. Il s'entretint avec elles en présence de Criton et leur fit part de ses dernières volontés. Ensuite, il dit aux femmes et aux enfants de s'en aller, et revint alors auprès de nous. Le soleil était déjà près de se coucher, car Socrate avait passé beaucoup de temps dans l'autre salle. Quand il entra une fois lavé, il s'assit, et après, il ne se dit plus grand-chose. Le serviteur des 11 arriva alors, et se tenant debout devant Socrate. « Socrate, dit-il, à toi au moins je n'aurai pas à reprocher ce que je reproche aux autres. Eux s'en prennent à moi et me maudissent quand je les invite, sur l'ordre des magistrats, à boire le poison. Mais toi, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion, durant tout le temps que tu as passé ici, de reconnaître que tu es le plus noble, le plus doux, le meilleur de tous ceux qui sont jamais venus en cet endroit. Et même en ce moment, je sais bien que ce n'est pas à moi que tu t'en prends, mais à eux. Les responsables, en effet, tu les connais. À présent donc, car tu sais bien ce que je suis venu t'annoncer, adieu, et essaie de supporter aussi facilement que tu pourras l'inévitable. » Puis, les larmes aux yeux, il se détourna et s'éloigna. Socrate leva son regard vers lui. « À toi aussi, dit-il, adieu, et nous ferons comme tu dis. » Et se tournant vers nous, « Que de courtoisie, dit-il, chez cet homme. Pendant tout le temps que j'ai passé ici, il venait me voir, et parfois nous parlions ensemble. C'était le plus aimable des hommes. Et maintenant, avec quelle générosité il me pleure. Allons, Criton, obéissons-lui, et qu'on apporte le poison s'il est broyé. Sinon, que l'homme qui en est chargé le fasse. » Alors Criton. « Mais Socrate, dit-il, le soleil est toujours sur les montagnes, il n'est pas encore couché, semble-t-il. De plus, je sais que d'autres ont bu le poison fort longtemps, après qu'on leur eut enjoint de le faire, et qu'ils ont d'abord bien mangé et bien bu. Certains même ont eu des rapports avec les personnes dont ils avaient envie. Ne te presse donc pas, il y a encore le temps. » Socrate répondit. « Il est tout naturel, Criton, que ceux dont tu parles agissent de cette façon. Ils croient sûrement y gagner quelque chose. Quant à moi, il est naturel que je ne fasse rien de semblable, car je ne crois pas avoir rien à gagner en retardant le moment de boire, sinon me couvrir de ridicule à mes propres yeux en me cramponnant à la vie et en l'économisant, alors qu'il n'en reste déjà plus. C'est assez maintenant, dit-il. Fais ce que je te dis, rien d'autre. » En entendant cela, Criton fit un signe à l'esclave qui se tenait tout à côté. L'esclave sortit et mit un certain temps avant de revenir, suivi de celui qui devait donner le poison et qui l'apportait tout broyé dans une coupe. Quand il vit l'homme, Socrate lui dit. « Très bien, mon ami, c'est toi qui t'y connais. Que faut-il faire ?»« Rien d'autre, répondit-il, qu'aller et venir après avoir bu jusqu'à ce que tu sentes une lourdeur dans les jambes. À ce moment, allonge-toi. De cette façon, cela fera son effet. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit. Il fallait voir Échécrate avec quelle sérénité, sans un tremblement, sans changer de couleur, sans changer de visage, mais regardant l'homme par en dessous avec ses yeux de taureau, selon son habitude. « Qu'en dis-tu, fit-il, si l'on offrait une libation à un dieu avec ce breuvage, est-ce permis ou non ?»« C'est que, Socrate, répondit l'autre, nous en broyons juste la quantité que nous croyons nécessaire de boire. »« Je comprends, dit Socrate. Au moins, je suppose, est-il permis et même obligatoire de faire aux dieux une prière pour que le sort soit favorable à ce changement de séjour, d'ici vers là-bas. Telle est donc ma prière, et puisse-t-il en être ainsi. »
À peine avait-il dit ces mots qu'il porta la coupe à ses lèvres, et tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions, pour la plupart, réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait, et qu'il avait bu, impossible. Ce fut plus fort que moi, je laissai moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même, car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. Quant à Criton, qui, encore plus tôt que moi, n'avait pu retenir ses larmes, il s'était dressé. Mais Apollodore, qui, pendant tout le temps qui précédait, n'avait cessé de pleurer, se mit à ce moment-là à rugir de douleur, à hurler son indignation, si bien qu'il n'y avait personne, de tous ceux qui étaient présents, dont il ne brisa le courage. À l'exception, bien entendu, de Socrate, qui dit « Mais que faites-vous donc? Vous êtes vraiment étonnant. Enfin, si j'ai renvoyé les femmes, c'est surtout pour cette raison, pour éviter semblable fausse note, car j'ai entendu dire qu'il faut mourir avec des paroles de bon augure. Allons, restez calme et tenez bon. » Alors, pris de honte, nous réussîmes à nous retenir de pleurer. Quant à lui, il se mit à marcher de long en large, puis il nous dit que ses jambes s'alourdissaient. Il se coucha sur le dos, comme le lui avait recommandé l'homme qui lui avait apporté le poison. Celui-ci alors lui palpa les bras et les jambes, et continua à les examiner par intervalles. Au bout d'un moment, il lui serra le pied avec force, et lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate dit que non. Ensuite, l'homme en fit autant pour les chevilles, et, à mesure qu'il remontait le long des jambes, il nous montrait ainsi que Socrate se refroidissait et devenait raide. Il continuait de le palper et dit que, lorsque le froid lui atteindrait le cœur, alors Socrate partirait. Déjà presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça. « Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. »« Bien sûr, fit Criton, ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire ?» À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Ékécrate, ce que fut la fin de notre ami, d'un homme dont nous pouvons dire que, parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé et aussi le plus juste.